Faire du cash quand on vient d'un quartier, c'est à la fois un fantasme et une nécessité. Il fait partie de ces profils inclassables dont les quartiers ont le secret. Rap, sport extrême, sociologie, urbanisme et aujourd'hui entrepreneur. Bienvenue Ahmed Bouzoyer. Tu diriges le programme Entrepreneuriat Quartier 2030 à la Banque publique d'investissement et tu publies Je dois faire du cash boy, un livre manifeste sur l'esprit entrepreneurial des quartiers. Un mot que tu écris avec une majuscule, quartier, et pour le marketeur que tu es, ce n'est évidemment pas un détail. Vous êtes dans Au micro, la voix est libre. Bienvenue. Et je voudrais qu'on commence par une petite question retour actu. On sort des municipales il y a quelques semaines, marquées par l'élection de maires issus de quartiers populaires. Est-ce que pour toi, ça veut dire qu'entreprendre en politique, c'est possible aujourd'hui ? Exactement, ça signifie deux choses à mon sens. La première, le premier mouvement entrepreneurial des quartiers, à mon sens, c'est déjà les années 80, et c'est un mouvement politique, c'était la marche pour l'égalité contre le racisme. Il y a une véritable volonté de prendre part, finalement de faire entendre sa voix. Bon, ça fait un peu pchit après la récupération de ce mouvement, etc. Et cette énergie, ce dynamisme a été orienté vers l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, finalement, il y a tout un tas de visages qui émergent et qui portent ce désir de cette contribution, cette volonté d'apporter leur part. Et donc, je trouve ça très intéressant parce que ça dit deux choses à mon sens. La première, cette volonté, ce désir de conquérir les espaces d'expression, les espaces légitimes d'expression. Et la seconde, qu'on a pu déjà voir durant le Covid et aussi lors de l'action des entrepreneurs, j'aime bien dire ils entreprennent comme Monsieur Jourdain fait de la prose. C'est-à-dire, finalement, c'est un réflexe. Et plus que ça, c'est un entrepreneuriat souvent de solidarité. Et c'est finalement ces nouveaux élus, il y a une volonté, à mon sens, d'agir pour son prochain, d'agir pour son quartier, de contribuer à la transformation de son territoire. Et tous ces visages qui émergent, ils portent finalement ce souffle entrepreneurial également. Donc avec peut-être ce cercle vertueux et des retombées possibles aussi sur l'entrepreneuriat des quartiers derrière. Comment tu le perçois, toi ? Ça crée de l'incarnation. Moi, je pense que la petite fille, le petit garçon qui sont finalement eux issus des quartiers, finalement voient se dire « Ah ben tiens, le maire, il me ressemble. Le maire, il a grandi dans la même tour que moi. » Et ça, je trouve, c'est assez incroyable. Je pense à Ali Diora. Ali Diora, on a travaillé 10 années ensemble au cœur des 4000 à la Courneuve, où j'avais ma société qui était implantée. Et aujourd'hui, moi, j'ai toujours connu dans un engagement politique, c'est-à-dire concrètement, il donnait des cours de bénévoles, des cours d'aide aux devoirs. Il accompagnait les jeunes à obtenir le bac, le permis et le BAFA. Je pense à Bali Bagayoko. Bali, je le voyais courir tout le temps. Donc c'est intéressant aussi pour moi parce que je vois à quel point ils se sont inscrits dans cette course de fond. Et je trouve ça vraiment honorable parce que leur enjeu, c'est la citoyenneté d'une part et d'apporter leur part, mais en même temps, ils montrent un signal, un témoignage de résilience. Et alors, pour revenir à ton livre, comment te vient l'urgence d'écrire ce bouquin ? Qu'est-ce qui fait à un moment que tu dis il faut que je pose ça en fait en mots et que ça puisse traverser d'autres esprits que le mien ? Je pense que c'est l'âge, déjà. L'âge, à un moment, il y a peut-être un désir de passer le témoin, d'une part. Et il y a eu un moment qui a été assez fondateur, ça a été la mort du jeune Naël. Okay. La mort du jeune 2023, Naël, ouais. Exactement. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait tout un tas d'experts, je vais mettre des guillemets, parce que ce sont des experts qui autoproclamaient, qui parlaient des quartiers et qui racontaient les quartiers sur les plateaux, qui défilaient et ils avaient tout un tas d'interprétations qui me semblaient audacieuses, drôles, voire choquantes. Et là, je me suis dit que c'était une manière d'être responsable, de prendre mes responsabilités, de prendre la plume et de l'écrire. Je dis en introduction de l'ouvrage, les lions seront toujours perdants des histoires de chasse tant qu'elles seront racontées par les chasseurs. Et j'aime à dire que c'est un lion qui a pris la plume. Pourquoi je dis ça ? Parce que il était important de faire entendre une voix de l'intérieur qui raconte les quartiers et qui, d'une manière générale, raconte la France. Parce qu'en réalité, au-delà de raconter les quartiers et cette dynamique entrepreneuriale, mon désir, c'est de partager une nouvelle narrative. Tu fais le lien avec Naël, d'un point de vue extérieur, ça peut n'avoir rien à voir. On regarde les informations sur ces violences policières, le procès, etc. Toi, tu décides de prendre totalement le contre-pied et de raconter l'histoire de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous dire comment tu fais la bascule dans ta tête ? C'est intéressant.
À quel moment on s'intéresse au quartier? À quel moment les politiques publiques s'intéressent au quartier? À quel moment les médias s'intéressent au quartier? Souvent, l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse, n'est-ce pas? Et donc, malheureusement, on en parle à chaque fois qu'il y a des coups d'éclat. Et c'est à ce moment-là, à chaque fois on va faire émerger des grands plans Marshall pour transformer les quartiers. Et je trouve ça triste. Et en même temps, on va reprocher au quartier de se réveiller lorsqu'il y a justement, c'est des mouvements sociaux finalement. Moi, quel lien je fais, c'est que finalement, ça devient une fenêtre de tir où les médias, l'intelligentsia et la France regardent les quartiers, mais lorsqu'elle les regarde, c'est pour toujours raconter ce qui généralement est coincé dans les faits divers, ou lorsqu'ils font la une, ce ne sont pas pour des bonnes raisons. Et moi, j'ai décidé de dire, voilà, j'ai un désir personnel, mais dans une logique de communauté de destin, parce que je sens une appartenance, un attachement au quartier, de raconter les quartiers autrement. C'est ni un pamphlet, ni un plaidoyer, mais j'avais envie d'être juste. Et les chiffres sont assez éloquents justement sur cette fulgurance de l'entrepreneuriat dans les quartiers. Donc, pour ne citer que cela, en 2022, 21% des créations d'entreprises par des entrepreneurs sont donc des entrepreneurs de quartier, contre 12% 10 ans plus tôt. Donc, l'évolution est assez importante. Incroyable. Qu'est-ce que la France, finalement, n'a pas compris de l'entrepreneuriat des quartiers aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux nous expliquer qu'on n'a pas saisi? Déjà, moi, ce que je dis finalement dans cet ouvrage, c'est que je me rends compte que l'histoire de l'entrepreneuriat des quartiers de France est l'histoire de la conquête des espaces d'expression. Ce que j'essaie de dire, c'est que ces entrepreneurs, finalement, ce sont des Français qui tentent d'apporter leur part, d'apporter leur contribution. Tout à l'heure, j'ai fait le lien, j'ai commencé cette histoire en parlant des parents immigrés, et ensuite je parle de la marche pour l'égalité contre le racisme. Si on se rappelle, leur slogan, c'était « On veut être des Français à part entière et non des Français à part ». Et à mon sens, tous ces entrepreneurs, ce sont des entrepreneurs qui désirent, qui concrètement apportent leur contribution. Et donc, il y a cette dimension-là qui est, à mon sens, importante. Et ensuite, j'ai voulu interroger, finalement, quelle était la spécificité de cette contribution. Est-ce qu'il y a un entrepreneuriat des quartiers, une singularité qui est propre à ces territoires, qui est propre à la France? Et je me suis dit, en y réfléchissant, il y a la culture française. Il y a la culture des milieux populaires, car les quartiers ont leur propre culture. Il y a aussi le fait, il faut se rappeler que les quartiers sont aussi des terres d'accueil de l'immigration. Je pense, on regarde la période qui m'intéresse, je parle de l'immigration africaine notamment. Et donc, l'Afrique a été accueillie dans les quartiers d'une part. Mais pas que ça. Aussi, on peut se rappeler comment, dès les années 80, les années 90, il y a tout un imaginaire de culture anglo-saxonne qui, au travers de la télé, de la musique et de tout le soft power, finalement, a très largement influencé les quartiers pour une raison très simple. Il nous a permis d'acquérir, de conquérir des objets de fierté. Je pense au hip-hop notamment, je pense au rap, je pense à ces cultures qui, à 50 ans, étaient marginales et aujourd'hui sont les cultures les plus streamées. Et donc, finalement, les quartiers sont l'endroit qui va accueillir un syncrétisme culturel entre la culture populaire, la culture française, les cultures africaines, les cultures anglo-saxonnes. Et donc, c'est des territoires d'invention. Est-ce que tu le perçois comme une revanche à l'échelle des 40 dernières années? Et moi, j'aimerais bien m'arrêter sur ce terme justement de revanche, parce que initialement, ces entrepreneurs et dans les quartiers, on associe ce désir d'ascension, ce désir de mobilité sociale à une logique de revanche. Et finalement, cet ouvrage, il plaide plutôt pour une logique d'identité apaisée. C'est-à-dire dépasser le stade de la revanche pour se dire comment finalement transformer son plomb en or, non pas par une détermination qui, je dirais, serait prédatrice parfois, mais par quelque chose qui serait une contribution bienveillante. Parce que souvent on va taxer mon discours de moraline, mais parce qu'il se veut du côté lumineux de la force, et il l'assume. Mais à mon sens, et c'est une invitation à dépasser justement cette dimension de revanche pour se dire comment finalement toutes les valeurs, les richesses, le patrimoine et l'héritage issus des quartiers et bien au-delà, parce qu'il y a une histoire de filiation,
aujourd'hui, on peut le transformer en beau, voire le sublimer. Tu parles de filiation, tu parles aussi beaucoup d'une rupture de transmission, Tout à fait. de ces familles immigrées, ceux qui arrivent dans les années 70-80. Tout à fait. Et qui, finalement, qu'est-ce que c'est cette rupture de transmission dont tu parles et qui est peut-être aussi là où va naître l'envie d'entreprendre d'aujourd'hui? Exactement. En gros, les parents immigrés, lorsqu'ils viennent en France, si tu veux, ils sont coincés entre le désir de réussir, parce qu'il y a l'injonction du pays qui leur dit, vous êtes partis, il faut réussir. Il y a peut-être un déni ou plutôt un oubli par rapport à cette histoire-là, parce qu'il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'abandon. On a pensé abandonner son pays, les siens, sa famille, etc. Et aussi, il y a l'injonction ici à s'intégrer. Et donc, cette filiation, pour moi, elle est importante parce que c'est aussi une manière de rendre hommage à ses parents qui portent tous les soft skills, toutes les qualités de l'entrepreneur. Parce qu'en réalité, ils sont allés au-delà de la peur, ils ont fait preuve d'audace, ils ont élargi leur zone de confort pour fonder une famille et porter un projet qui est une ambition, je dirais, souvent noble en réalité. Et là, je trouve ça très intéressant parce que prendre conscience de cette dimension, à mon sens, ça permet de prendre conscience d'une responsabilité et au-delà de ça, ça permet de prendre conscience de valeurs dont on peut puiser. Des ressources inestimables. On parlait des qualités de l'entrepreneur, justement, des générations, des parents plutôt. Mais tu parles de cette rupture de transmission. Qu'est-ce qui a fait à un moment qu'il n'y a pas eu dans l'entreprise et l'arrivée en France, derrière cette envie d'entreprendre aussi du côté des parents? En fait, il y a deux types de parents. Je pense il y a une sorte de background culturel. Et ça, je trouve ça important. Il faudrait l'étudier. Il faudrait que les chercheurs, justement, travaillent sur ce sujet-là. Quand je dis background culturel, si on s'intéresse, par exemple, aux cultures, aux Chinois de Chine qui sont installés en France, je pense à un quartier chinois comme le quartier Belleville. Si tu veux, il y a toute une organisation familiale autour de l'entrepreneuriat. Donc, d'abord, on va créer des restaurants. Par exemple, tu as le père qui va être le tenancier, tu as la maman qui va être à la cuisine, tu vas être les enfants après les cours qui vont tenir le restaurant. Et ensuite, peu à peu, les enfants, ils n'ont pas repris les restaurants, mais ils ont créé les quartiers de l'électronique et de l'informatique dans le 12e. Et donc, il y a vraiment un background culturel. Et lorsque, à mon sens, les parents plutôt issus de l'Afrique du Nord, par exemple, n'ont pas créé. C'est parce qu'il n'y a pas finalement cette tradition. C'est pas exactement le cas lorsqu'on s'est intéressé à certaines populations de l'Afrique du Nord. Je pense aux Berbères, aux Kabyles. Ça va être le café kabyle, ça va être les hôtels, ça va être donc tout un entrepreneuriat qui est lié aux filières de migration et au souhait aussi d'apporter des solutions, de répondre à des besoins de la population dans un premier temps. Et tu parles aussi de donc tu parlais tout à l'heure de la marche des beurs et de la suite qui a été donnée avec ces nombreuses associations qui ont été créées. Comment tu perçois justement ce moment très fort associatif et quel impact il a eu sur l'entrepreneuriat tel qu'on le connaît aujourd'hui? C'est extrêmement important. Effectivement, si la marche des beurs, la marche pour l'égalité contre le racisme, elle a fait pchit, elle a fait naître tout un tas d'associations. Tout un tas d'associations qui ont, je dirais, assumé le fait d'apporter des solutions à tout un tas de besoins qui restent orphelins dans les quartiers. On l'a vu déjà durant la crise Covid. Comment ces associations dans les quartiers, elles ont contribué à apporter des solutions, des repas pour les jeunes, porter les courses pour les personnes âgées, apporter des solutions, qu'elles soient de l'aide aux devoirs, au sport, en passant par la culture et tout un tas dans l'entrepreneuriat aussi également. Donc le tissu associatif et son dynamisme dans les quartiers n'a pas son pareil. Ce qui est intéressant, c'est que peu à peu, il s'est un peu regardé en chien de faïence entre le monde associatif et le monde des entrepreneurs. Comme si c'était deux cultures, deux formes idéologiques qui avaient du mal à se rencontrer. Mais peu à peu, dès les années 2000, le monde associatif, je dirais, s'est inspiré des techniques, des modes, du background culturel des entreprises et a fait naître aussi dans les quartiers l'innovation sociale, l'ESS, l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire réfléchir à des modèles économiques qui pouvaient soutenir le social. Donc c'est intéressant de voir comment les quartiers eux-mêmes ont apporté des solutions
aux problèmes des quartiers et peu à peu on réfléchit à des modèles économiques. Malheureusement, lorsqu'ils se structurent, lorsqu'ils, changent d'échelle, ils sont souvent récupérés de l'extérieur plutôt qu'accompagnés de l'intérieur avec les entrepreneurs des quartiers eux-mêmes. Par exemple, tu as des exemples là-dessus justement sur, De récupération. Oui. J'ai pas envie de donner des bons points et des mauvais points, mais je pense qu'aujourd'hui, le véritable enjeu, c'est faire en sorte que les entrepreneurs des quartiers acquièrent les outils, les compétences et l'ambition. C'est-à-dire, en réalité, les premières associations qui se sont déployées, elles se sont déployées à une échelle locale, voire micro-locale. Peut-être qu'il y avait un véritable enjeu d'acquérir les compétences, les réseaux et les financements pour justement apporter des solutions qui pourront se déployer à l'échelle. Tu parles d'ambition. Le chemin est semé d'embûches. Bien sûr. Il y a notamment la possibilité de tomber dans l'illégal parce que ce qu'on retrouve en face, de l'autre côté de la rue, c'est pas forcément un emploi, voilà. Bien sûr. Ou en tout cas un emploi très informel. Là-dessus, tu l'évoques, je trouve, assez rapidement dans ton livre. Quel regard tu portes justement sur ce risque de tomber dans l'informel? On peut avoir l'envie de l'entrepreneuriat, mais ce qu'on croise, c'est pas forcément une opportunité. Alors, c'est une très bonne question. En réalité, pour moi, il était important d'évoquer, quand je parle du mindset de l'entrepreneur des quartiers, je parle de 4 éléments à mon sens. Je parle du monde associatif, je parle de l'immigration et des origines culturelles plurielles, je parle du hip-hop, et de cette culture de la conquête. Et le dernier point que tu évoques, c'est, je dirais, le système D qui va du D de la débrouillardise jusqu'au D de la délinquance. J'ai pas souhaité l'aborder rapidement, j'ai souhaité l'aborder de manière factuelle, mais pour moi, il n'était pas nécessaire d'insister là-dessus parce que c'était pas le projet du bouquin. Mais par contre, il était pour moi essentiel d'évoquer effectivement, quand on traverse la rue, il est plus facile de rencontrer un dealer qu'une opportunité d'emploi. Tu sais, tous les jours, moi, je reçois de toute la France des jeunes qui sont en galère de stage et qui n'ont pas le réseau justement pour l'avoir. Et donc, c'est difficile quand tu n'as pas le réseau. La délinquance, effectivement, finalement, elle est omniprésente. Parce que c'est des territoires où la survie est omniprésente et toutes les voies, même les plus sinueuses, sont empruntées pour cela. D'ailleurs, je le dis aussi dans le bouquin, je dis finalement, je dois faire du cash boy, c'est l'éthique qui va relier la Caïra de base jusqu'à le loup de Wall Street. Finalement, les quartiers ne sont qu'un miroir déformé de ce qu'on va observer dans toute la société. Et l'appel de cet ouvrage, c'est rappeler que comment on peut donner du sens à ce cash, et ce cash, à cette monnaie, à cet argent, c'est les remettre à leur juste place. C'est-à-dire, c'est pas la finalité, ça doit être le moyen. Et donc, ce que j'essaie de dire par là, c'est que oui, la délinquance, ça fait partie des quartiers. Oui, il faut, pour l'éviter, il faut emprunter la voie pénible, la voie de l'effort, la voie du travail. Non pas que l'argent facile n'a strictement rien de facile. Ça, il faut le dire. Mais justement, là-dessus, est-ce que tu vois que tu dois croiser effectivement ces petits dealers, ces trafiquants, etc. Bien sûr, je les croise. Voilà. Tout à fait. Est-ce que tu vois en eux l'entrepreneur qui pourrait être... Et j'aime beaucoup le lien que tu fais avec Tony Montana. Non, mais c'est vrai que ça parle, parce que c'est une référence qui est quand même absolument courante, peu importe les générations aujourd'hui. Et tu poses la question, en fait, et si cette énergie avait été mise dans la création d'une chaîne de food truck, parce qu'on n'oublie pas que Tony Montana commence dans une baraque à frites. Tout à fait, exactement. En réalité, oui, parce que initialement, l'intention de l'entrepreneur, c'est un rêve. L'intention de l'entrepreneur et son énergie, il la puise c'est un désir qui est vital, un élan vital. Et finalement, peut-être même que la dimension de piraterie, d'irrévérence, c'est véritablement un avantage compétitif pour parler entrepreneuriat. Après, maintenant, comment on lui donne les atouts? Comment on lui donne confiance? Comment on lui dit qu'il est capable? N'oublions pas une chose, si j'ai parlé de Tony Montana et d'Hollywood, c'est que du matin jusqu'au rêve, pour paraphraser le poète, nous sommes abreuvés par des idées qui ne nous appartiennent pas.
nos rêves sont des rêves empruntés. Et concrètement, il suffit d'allumer la radio, il suffit de faire tourner un vinyle, il suffit d'allumer la télé, de regarder un stream et Netflix. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit des réussites clinquantes, des réussites où les apparats, les signes de la réussite sont la grosse caisse, des billets multicolores, des sapes avec des logos dont on connaît les marques, etc. Donc, si tu veux, il y a un enjeu. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce bouquin. Il s'agit de soigner nos imaginaires. Parce que moi, je pense que c'est là où c'est important. Changer l'ambition, changer nos rêves, ça passe par conquérir la narrative. Et conquérir la narrative pour dire oui, vous êtes capable, oui, vous êtes beau, oui, vous êtes belle. Et en réalité, vos rêves méritent d'exister. Et c'est un peu ça le désir qu'il y a derrière ce bouquin. Tu parlais justement tu mentionnais la culture urbaine. Alors tu dis réinventer des imaginaires, etc. Cette culture qui est très empruntée dans un premier temps aux États-Unis, elle a aussi donné des occasions inouïes, en fait, inattendues, de pouvoir se professionnaliser. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, d'autant que tu connais un peu ce milieu, parce que tu as rappé toi aussi. Exactement. Concrètement, si tu veux, le hip-hop. Le hip-hop a donné, je dirais, à toute une jeunesse la possibilité d'être fier, la possibilité de reconstruire une identité positive, une identité conquérante, une identité où l'on contribue. Et donc, et avec une logique de conquête, dans le sens où finalement, pour faire sa place dans le hip-hop, il faut savoir s'inviter. Si les musées sont fermés, tu mettras un carton au sol et tu vas tourner sur la tête. T'as pas accès au musée, tu vas pouvoir également peindre les murs. La ville devient ton musée. Si tu n'as pas voix au chapitre, tu prends un mic, un micro et tu vas cracher des flammes. Et donc tout ce que j'essaie de dire, c'est que cette culture des marges aujourd'hui a littéralement conquis le centre. Après, effectivement, il y a eu des tentatives de professionnalisation, certaines bricolées. Les mixtapes, au départ, elles se vendaient sous le manteau. Et donc, c'est des cassettes qui étaient distribuées de cette façon. Après, peu à peu, ça s'est structuré. Peu à peu, l'industrie s'est appropriée, s'est accaparée cette culture. Et aujourd'hui, c'est elle qui donne le là, il faut dire les choses. Donc, qui en profite? Plus forcément les quartiers aujourd'hui, tu dirais? C'est vrai, mais en réalité, pour moi, l'éveil n'est jamais trop tard. Et de toute façon, lorsque le système, la société, je dirais, s'accapare et se réapproprie, ça signifie aussi que les marges réinventent. Donc cette vitalité, elle est toujours existante. Maintenant, à mon sens, il y a un véritable enjeu. C'est la responsabilité des acteurs de se saisir je dirais, des opportunités, voire de les créer. Et finalement, faire face à son destin, comme dirait Fanon, c'est deux choses. C'est soit le trahir, ou soit assumer ses responsabilités. Trahir sa mission, je veux dire, ou assumer sa responsabilité. Si tu replaces cette réflexion dans le cadre du hip-hop, j'essaie de comprendre qu'est-ce que ça signifie en fait pour toi. Ce que ça signifie pour moi, c'est que au départ, dans les marges, lorsqu'il n'y avait pas d'espace d'expression, les entrepreneurs issus du hip-hop, ces entrepreneurs culturels, ont créé leurs espaces. Okay. Maintenant, l'idée, ils se sont peu à peu professionnalisés pour, je dirais, d'un art, créer une économie. Maintenant, il y a un véritable enjeu, qui est peut-être pas une volonté, comment créer les conditions d'avoir et d'agir en ayant des leviers sur cette économie. Et pour quelle raison? Parce que l'hip-hop, il naît aussi avec une volonté de transformation sociale. Peut-être que ce rêve a fané. Ça me fait penser à... Je crois que c'est Gilles Scott-Heron qui disait « La révolution ne sera pas télévisuelle ». Et peut-être qu'on va dire que la révolution ne sera pas hip-hop. Peut-être que même que la révolution ne sera pas culturelle. Je ne sais pas si c'est clair. Si, j'entends tout à fait. Voilà. Oui. Donc ça ouvre en fait plein de nouvelles choses à inventer là. Effectivement, on est vraiment sur cette ligne-là. Et ce qui est intéressant, à mon sens, si on reprend le cas français, c'est que la France est un terreau. J'ai dit un territoire d'accueil de toutes ces cultures, où finalement c'est la deuxième nation du hip-hop. Mais au-delà du hip-hop, ce qu'il faut regarder, c'est comment ces cultures naissent dans les marges, s'hybrident et sont des territoires d'invention. Mais ça, si tu veux, ça reste assez un pan aveugle qui n'est pas utilisé ni accompagné, si ce n'est que pour se l'approprier, parfois le dénaturer par rapport à l'intention initiale.
Qu'est-ce que tu vois, toi, comme grand secteur porteur d'entrepreneuriat aujourd'hui dans les quartiers, au-delà du hip-hop et peut-être Alors, en de réalité, la culture? tous. Parce qu'en réalité, souvent, moi, j'aime bien dire que finalement, un entrepreneur des quartiers, c'est un entrepreneur comme les autres. Les quartiers, si tu veux, par leur connexion au monde, ils sont finalement connectés à tout un tas de problématiques hyper cruciales. Si tu veux, si, un peu comme le hip-hop, si ils sont souvent précurseurs, ils n'ont pas les outils, les compétences, les réseaux, parfois, pour transformer et industrialiser des visions. Euh, on a parlé, aujourd'hui, par exemple, ils sont des précurseurs sur les enjeux du recyclé. Le fait, les 4 R, récupérer, recycler, réparer, et le quatrième, je l'ai oublié, reconditionner. Si tu veux, les quartiers, on a toujours fait ça. Un coup d'avance là-dessus. On a un coup d'avance, mais après, l'idée, c'est comment on le monétise, comment on le transforme en business. Et aujourd'hui, plus qu'hier, c'est devenu essentiel et crucial dans l'économie mondiale. Là, en ce moment où on a des scandales sur l'alimentation, pourquoi les quartiers ne seraient pas aussi des terres d'innovation où on fera dialoguer, je dirais, les quartiers avec la ruralité, où on inventerait un rurbain, où on inventerait des nouvelles manières de consommer, de faire pousser, de nourrir. Dieu sait qu'aujourd'hui, plus qu'hier, se nourrir, ça va devenir crucial. Et donc, on a besoin de savoir ce qu'il y a dans nos assiettes. Aujourd'hui, les quartiers vivent la prédation de tout ce qui va être fast-food et j'aurais une alimentation qui est plus nocive que saine. Pourquoi ce ne serait pas des territoires du bien manger? Et donc, il y a un véritable sujet à y travailler avec les populations elles-mêmes. J'ai parlé de l'habillement. La mobilité, elle est cruciale aussi, parce que finalement, il y a 2 dimensions. Souvent, j'aime à dire que le véritable éloignement, il est plus social que spatial. Mais en même temps, lorsqu'on habite entre 2e, voire 3e couronne, on est éloigné des centres. Il y a effectivement de nouvelles centralités à penser, mais pourquoi on n'inventerait pas aussi des formes de mobilité qui je dirais, seraient à la hauteur du défi? À la hauteur du défi, c'est-à-dire relié au lieu d'usage, au lieu de travail, au bassin d'emploi, etc. Et donc, du coup, je pense qu'il y a tout un tas de problématiques internes au quartier et en lien, et qui relient les quartiers à leur centralité, qui pourraient être autant de business et de projets à porter. Également, et j'irai sur ce point-là, qui m'intéresse beaucoup, la question diasporique. C'est-à-dire, donc, les quartiers accueillent le monde. Donc, ce sont autant de liens avec le monde. Et là, je pense qu'il y a des sujets de dialogue, des sujets de business. On les voit, hein, toutes celles qui ont... je dis celles, ce sont souvent des femmes que je rencontre qui ont créé des produits, par exemple, pour les cheveux texturés. Je pense à Madame la Présidente, je pense au Secret de Loli, par exemple, Qui etc. était à la Courneuve, d'ailleurs, je pense à la pépinière de la Courneuve. Exactement, tout à fait. Ouais. C'est incroyable. Donc, ça signifie que de ces territoires-là, on peut identifier des niches qui ont un véritable potentiel que personne ne regarde et que personne n'adresse. Tous ces besoins qui restent orphelins. Et qui peuvent être doublement intéressants, peut-être du point de vue français, Bien sûr. si on décide de le regarder comme ça, parce que c'est aussi des personnes qui vont être amenées à travailler dans des territoires avec lesquels on peut être en tension, Tout à et fait. qui peuvent créer aussi un autre niveau de dialogue. J'imagine que ça... Donc là, on a clairement, on met le doigt sur une diplomatie économique portée par les quartiers qui ont une double, une triple, une quadruple culture, qui aussi ont envie et portent un désir de renouveler les relations. Et finalement apporter un récit. Je pense à Chicken Street, qui aujourd'hui sont nés dans les quartiers, se déploient à l'échelle internationale. Ils sont dans le Maghreb, en Afrique de l'Ouest, au Canada, et donc incarnent une francophonie économique. Mais ce qui est intéressant dans le déploiement de cette enseigne, de cette franchise, c'est aussi que finalement, ils montrent comment ils sont des ambassadeurs de l'Hexagone. Et si tu veux, moi, quand j'ai discuté avec Sofiane Renucci, qui est l'un des cofondateurs, il m'expliquait que la langue française lui a permis à faciliter du moins ce déploiement. Et ce qui est très intéressant là-dessus, c'est que, je ne sais plus qui disait ça, mais en réalité, c'est que la France et la langue n'est jamais aussi grande que pour celles qui, je dirais, se l'approprient. Ça veut dire pour ceux et celles qui, l'utilisent et finalement l'élargissent. C'est ça que j'essaie de dire.
Pour toutes ces réussites, combien qui ne réussissent pas? Beaucoup, on le sait très bien. Beaucoup. C'est quoi le mur principal aujourd'hui quand on se lance? Le mur? Le mur principal, oui, qu'on risque de se prendre. Quand on se lance, on a besoin de 3 choses. Tous les entrepreneurs, ils ont besoin de réseau, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin d'expertise. Pour faire un projet, concevoir une idée, la déployer, tu as besoin d'expertise. Tu as besoin d'être accompagné. Pour développer ton idée, tu as besoin d'argent. Et pour ouvrir des marchés, même parfois te connecter à l'expertise, connecter à d'autres boîtes ou des partenaires, tu as besoin de réseau. Quand on a les quartiers, a priori, tu es en déficit de ces 3 capitaux. Ça, c'est vraiment crucial et c'est un dénominateur à tous les entrepreneurs. Cependant, à mon sens, le premier mur, c'est l'ambition. Le premier mur, c'est ta capacité à te voir réussir. Le premier mur, c'est la capacité à te sentir capable. Et là, je pense qu'il y a un vrai sujet. Je parlais de soigner nos imaginaires. Donc, comment, quand tu es un jeune des quartiers, quand tu as le pigment coloré, quand tu es une femme des quartiers, et tu te dis, c'est possible, c'est faisable, et je peux le concrétiser. Donc, à mon avis, il faut faire émerger ces visages, et on a besoin d'incarnation, et aussi on a besoin de soutien et de solidarité. Moi, quand je discute avec des jeunes de quartier, je trouve qu'ils sont ambitieux. Alors, c'est peut-être, j'ai l'impression que, justement, il y a toute cette question aussi un peu d'ego trip parfois. On s'imagine très bien réussir dans le rap, très bien réussir dans le foot. Donc ça, moi, je le perçois, mais en fait, c'est la boîte à outils entre deux qui me semble manquer cruellement. En fait, la distance est parfois infinie entre le rêve et l'exécution. Et oui, effectivement, il arrive que certains jeunes, et moi je le souhaite, et je souhaite justement planter ces graines d'ambition, ont des rêves, mais combien passeront à l'action? Et l'enjeu, je pense qu'ils ont besoin d'un petit coup de pouce, d'une main tendue, et comme tout le monde en réalité. Et surtout, lorsqu'on... Moi, je pense que beaucoup se sentent pas capables. Je faisais une intervention c'était à Bagneux, avant-hier à Bagneux. Et un jeune m'a dit quelque chose d'assez incroyable. Il m'a dit, j'étais très heureux de t'entendre parce que maintenant je sais que je suis pas fou. Et lui, il avait retenu l'idée que j'avais parlé de Wittgenstein qui disait ce qui est pensable est possible. Et je lui expliquais un peu, j'ai donné quelques exemples de mon parcours et j'ai partagé ma vision. Et du coup, c'est assez intéressant comment d'un coup il s'est senti moins seul. En réalité, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a de très nombreux jeunes, des jeunes hommes et des jeunes femmes qui ont des rêves et qui veulent les concrétiser. Et ils se sentent un peu seuls parce que dès que tu as envie de concrétiser un rêve, tu t'écartes du troupeau. Mais il faudrait que tous ceux-là se sentent moins seuls mais ensemble. S'inscrire dans une communauté de destin. En attendant la communauté de destin, il y a aussi des problèmes de discrimination. Et ça, tu ne manques pas d'en parler dans ton livre. Notamment, tu parles de cette jeune fille qui s'appelle Anan et qui change son prénom pour Anna pour obtenir des prêts. Tout à fait. Tu dis qu'il y a 35% de chances en moins quand on est issu d'une minorité en fait, d'obtenir un prêt. Bien sûr. Qu'est-ce que tu leur dis, toi, aux jeunes entrepreneurs, quand tu les croises, que ce soit à la BPI ou ailleurs, et quand on sait ces données-là, en fait? Quand je sais ces données-là, j'essaie d'avoir beaucoup de nuances. Beaucoup de nuances. En réalité, je sais que c'est une galère. On vous a dit que c'est un plafond de verre, mais la réalité, c'est que c'est une chape de plomb. Donc, une fois que tu as dit ça, déjà, la première chose, c'est on est obligé de faire preuve de solidarité. Celui qui passe devant, il ne doit pas jeter l'échelle. Et donc, ça, c'est la première chose. Et parfois, d'ailleurs, dans tous les combats, malheureusement, on manque de cette logique, de cette solidarité. Après, indépendamment de cette solidarité, moi, j'ai presque envie de leur dire, c'est comme ça que j'avance. C'est que ces réalités contextuelles, c'est assez stoïque comme approche. Je me concentre sur ce qui dépend de moi et pas sur ce qui ne dépend pas de moi. Donc, ça veut dire ces discriminations, pour ma part, je les ai intégrées comme de l'ordre de c'est l'eau qui mouille, en fait. Et donc, il pleut, ok, on va apprendre à danser sous la pluie.
Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit... philosophie, mais bon, oui, j'entends, mais en même temps, ça fait partie c'est le nerf. Tu parlais je sais plus quels étaient les éléments, mais le financement, il est absolument central. Donc, il est central. Non, mais en fait, quand je dis ça, c'est qu'il va falloir trouver des solutions. Mais moi, j'ai assez confiance parce que de plus en plus, il y en a qui émergent. Effectivement, ces murs, ils sont élevés, ils sont épais, mais les entrepreneurs, ils sont aussi faits pour percer les murs. Donc, tu sais, le métier d'entrepreneur, la vérité, c'est que son métier, c'est régler des problèmes. Et donc, il est câblé solution. Donc, oui, ça va être une galère. Oui, ça va être difficile. Oui, on ne pourra réussir que si on est solidaire. En tout cas, ça va être un levier important. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont réussi, n'oubliez pas tous ceux qui vous ont aidés. Parce qu'en réalité, tu sais, il y a le bouquin, il termine par cette fable, je ne sais pas si... L'agneau et le loup. Et donc sur cette tension entre, je dirais, une dynamique individuelle et une dynamique collective. Et quelle place il faut là-dedans. Moi, je pense qu'il faut être mesuré en réalité. C'est-à-dire, effectivement, on a besoin d'avancer. Et parfois, on doit réussir à avancer seul, mais sans jamais oublier le collectif. Et dans le collectif aussi, il y a la notion d'entraide et peut-être d'entraide entre entrepreneurs. Enfin, c'est ce que tu dis. Et notamment tu parles de la pression de la réussite et du fait que les entrepreneurs se lancent, mais ont énormément de mal à parler des soucis qu'ils traversent. Donc, tu parles des 3D, dépôt de bilan, dépression, divorce. Tout à fait. Ces éléments, comment on peut s'entraider et qu'est-ce qu'on peut améliorer quand on est un jeune entrepreneur et qu'on est dans cette phase-là, en fait, vers qui on se tourne aussi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Déjà, c'est peut-être raconter une autre histoire de l'échec. Et donc une autre histoire de la réussite. Parce qu'en réalité, si tu veux, on est piégé dans cette idée qui est finalement aussi beaucoup du paraître. C'est-à-dire, on se présente, et ce qui est important, c'est pas tant la réalité, mais c'est la face qu'on présente au monde. Et du coup, il faut qu'on arrive à désamorcer ça. Parce que le problème, c'est que lorsqu'on rencontre les problèmes, et plutôt lorsqu'on ose les présenter, c'est qu'il est déjà trop tard. Et ces difficultés-là, toutes et tous, on les vit. Entreprendre, c'est une galère. Hein. C'est pas, il faut dire les choses. Donc, la meilleure manière d'en guérir, la meilleure manière de trouver des solutions, c'est de s'approcher de ceux qui savent. Donc pour cela, tu as les entrepreneurs eux-mêmes. Donc c'est véritablement aller les rencontrer, discuter avec eux, partager ces difficultés. Généralement, les uns et les autres sont très heureux, gourmands et friands de partager leurs histoires. Également, les pairs, plutôt ceux qui accompagnent, les acteurs de l'accompagnement. Il y a le collectif Capcréa Canim BPI France. Et ça, c'est juste une ressource énorme et qui est pris en charge. Donc on n'a rien à payer justement pour être accompagné. Et également, je dirais, rencontrer des experts. Des experts qui vont nous aider à anticiper, qui vont nous aider à solutionner, à nous mettre hors risque et si c'est le cas, à réduire les dégâts. Tu dis qu'il y a presque trop de structures d'accompagnement aujourd'hui. Justement, quand on est un jeune entrepreneur, on ne sait pas à quelle porte il faut toquer. Et ouais, je ne dirais pas qu'il y en a trop, je dirais qu'il y a un enjeu de lisibilité. Effectivement, c'est ce qui nous revient tout le temps des jeunes entrepreneurs, la difficulté de savoir à qui je m'adresse. Je fais une petite page de pub, bpifrance-création.fr. Concrètement, on fait son pass créa et grâce à ça, on va être orienté vers les bons acteurs. La difficulté, c'est que généralement, l'entrepreneur, quand il vient de créer, c'est presque un malade, entre guillemets, qui ne sait pas qu'il a besoin d'un médecin. Et donc, du coup, on ne sait pas véritablement vers qui s'adresser parce qu'on ne sait pas de quoi on a besoin. Il y a une solution, c'est de s'adresser au Citélab. Citélab, qui, eux, ont véritablement une capacité d'identifier là où vous en êtes, quel est votre besoin, et eux connaissent l'écosystème et sauront vous orienter vers la bonne porte. Tu finis ton livre avec tout un tas de petits conseils à donner justement pour se mettre du côté de ceux qui réussissent. Bien sûr. Et les premiers conseils sont lire et écrire. Alors c'est assez étonnant dans le cadre du monde de l'entrepreneuriat, mais je voulais t'entendre un peu là-dessus. Alors, lire et écrire. Lire, pourquoi ? Parce que moi, je trouve ça essentiel. Parce que lire, si tu veux, et écrire, ce sont deux sujets que notre monde, notre époque, finalement, c'est deux sujets, deux thématiques, deux activités pénibles. Et notre époque, justement, nous éloigne de tout ça. Et lire, si tu veux, ça nous permet de récupérer notre attention, récupérer notre présence au monde et gagner, je dirais, du temps
finalement en s'intéressant à l'expérience de ceux qui ont vécu nos galères, parfois même des siècles ou des millénaires avant nous. Donc lire, je trouve, c'est extrêmement important pour se nourrir. Et un entrepreneur, c'est Sun Tzu qui dit ça dans l'intro de l'art de la guerre. Il explique qu'un entrepreneur, il doit faire comme ces grands artistes qui justement transforment tout au service de leur projet. C'est-à-dire, comme ils ont un objectif ils sont focus au travers de leur objectif, tout ce dont ils se nourrissent contribue à nourrir, alimenter leur projet. Donc lire, je trouve, c'est important parce que ça permet de se poser, d'une part, de se nourrir et de se connecter au monde. C'est une dimension universelle. Écrire, c'est essentiel, surtout à l'ère de l'IA, où l'IA va écrire pour nous. Et c'est assez malheureux, parce qu'en fait, là où ça pourrait être un copilote, eh ben, ça devient le pilote. Il y a une délégation dont on ne s'inquiète pas les dégâts qu'elle fera. Écrire, parce que, à mon avis, il est essentiel de pouvoir clarifier sa pensée. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, les mots pour le dire viennent aisément. Et ce travail-là, c'est un effort essentiel. Mais lorsqu'on a grandi dans les quartiers, lorsqu'on a grandi avec finalement la peur du jugement, la peur que nos fautes soient pointées, finalement, on se censure. On a une autocensure par rapport à l'écriture. Et je pense que ces deux premiers efforts, lire et écrire, c'est une manière d'élargir ces zones de confort qui vont nous donner des outils de développement, d'épanouissement pour tout le temps, pour la vie. Une dernière qualité indispensable que tu cherches, toi, quand tu vois des personnes vous approcher à la BPI, qu'est-ce qui fait que ça va faire un peu tilt pour toi du côté des entrepreneurs qui viennent te pitcher leur projet? Moi, je dirais, je vais m'intéresser à leur ego. Leur ego. Et cette qualité-là, c'est une capacité d'avoir un ego qui incarne une tension entre un ego pas surdimensionné, mais extrêmement solide, où tu sens que la personne est convaincue et qu'elle va pouvoir traverser les tempêtes et qu'elle est déterminée, mais en même temps, la tension, l'autre pan, c'est une humilité qui ne rend pas cet ego hermétique au monde, au réel. Parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui est hermétique au monde, au réel, parce qu'il ira droit dans le mur. Et naturellement, c'est des profils qu'on trouve assez facilement, finalement, dans les quartiers. Oui, parce qu'en réalité, si tu veux, moi je pense que dans les quartiers, on a... une fois j'ai dit ça à quelqu'un, c'est que à force de prendre des coups, j'en ai pris des coups. Donc aujourd'hui, et d'ailleurs accessoirement je suis boxeur. Mais aujourd'hui, si tu veux, je disais à quelqu'un qui mettait une sorte de coup de pression, j'expliquais que c'est comme si j'avais reçu un MBA en confrontation cruciale. Et donc cette qualité, c'est que les coups à la boxe, ça rend humble. Mais en même temps, si tu veux, pour se relever à chaque fois, il faut en vouloir. Merci beaucoup. Merci Ahmed à toi. Bouzaïd. Donc, je rappelle, le livre, Je dois faire du cash boy, que vous vendez 35 €. C'est ça. Mais je crois que vous avez vos raisons. Déjà, c'est un peu une œuvre d'art. Déjà, c'est un peu une œuvre d'art, il faut le dire. Non, c'est vrai. Il est écrit en bleu, à la véritable encre bleue. Et le bleu Touareg. Le bleu Touareg, et qui est un peu la synthèse élégante entre le bleu roi et le bleu de travail. Magnifique. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci. Le boss qui soudain le descend. Je dois faire du cash, non je suis plus rien. Le système me nique, je stagne, ne progresse plus. Les embrouilles me tombent dessus.